Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Bien dans son job, quel collectif à l'heure de l'individu? Oui, on va parler de l'individualisation des comportements en entreprise et on en parlera avec Geoffrey Carpentier, cofondateur de l'Observatoire de l'engagement. Smart et réglo, le passeport formation, qu'est-ce que c'est? On en saura plus dans quelques instants avec Amélie Heguel-Dinger, elle est avocate en droit social spécialisée sur ce sujet. Justement, elle va nous éclairer. Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui pour s'intéresser à l'inclusion et au handicap avec le président de la GFIP, non pas le directeur général, le président. L'organisme est paritaire, on fera le point avec lui et bien sûr l'objectif plein emploi. On fera un point évidemment sur la situation des personnes handicapées dans le monde du travail. Et puis pour terminer, fenêtre sur l'emploi, le guichet unique, plus vite, plus facile pour l'entreprise. On fera le point sur ce guichet unique avec Loïc Legoas, fondateur et PDG de Legal Vision. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, c'est vraiment là l'occasion d'en parler. Bien dans son job, bien dans son équipe, bien dans son entreprise, c'est le thème du jour. Est-ce qu'il y a une individualisation des comportements dans l'entreprise? On en parle avec Geoffrey Carpentier. Bonjour Geoffrey, ravi de vous accueillir. Vous êtes le cofondateur de l'Observatoire de l'engagement. Alors avant de parler de cette étude passionnante réalisée par Opinionway et l'Observatoire de l'engagement, d'abord un petit mot sur votre parcours et sur la création de cet observatoire. Qu'est-ce qui fait que l'on passe du conseil dans des grandes sociétés de conseil et qu'on bascule vers un think tank très intellectuel, très réflexif sur tous ces sujets? Comment vous avez basculé? Très bien. Écoutez, bonjour. Donc moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier, on va dire, d'accompagnement du volet, on appelle ça le volet humain, en fait, dans les transformations d'entreprise. Et il y a maintenant une quinzaine d'années, donc j'accompagnais un client sur des questions d'engagement d'entreprise, comment développer finalement les leviers de l'engagement. Et on s'est rendu compte qu'en France, il n'existait pas grand-chose, ce n'était pas un lieu où on pouvait justement étudier ces phénomènes. Au départ, on s'est dit, tiens, on va faire un petit déjeuner, on va faire un apéro dînatoire sur le sujet. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment matière à aller beaucoup plus loin. Et nous est venue l'idée de monter un observatoire, et donc qui est un think tank ouvert à tous, alors aux professionnels, aux étudiants, aux académiques, pour étudier les phénomènes finalement d'engagement en entreprise. On l'a monté en 2014. Excusez-moi, d'engagement ou de désengagement? Ou de désengagement, bien sûr, absolument. C'est le sujet. Ça fait partie du sujet. Votre client est devenu donc finalement un des piliers de ce think tank, on est d'accord? Oui, c'est mon cofondateur, on est tous les deux, elle s'appelle Fabienne Simon, et absolument. On l'a monté en partenariat avec Paris Dauphine pour la caution académique, et on utilise également les services d'Opinionway, puisque chaque année, on publie une double étude, Quanti-Quali, et le Quanti se fait avec Opinionway. Étude d'Opinionway qui est vraiment intéressante parce qu'on voit des chiffres qui sont un petit peu surprenants. D'ailleurs, 58% des collaborateurs se sentent engagés dans leur travail. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Encore que l'appartenance à son équipe prend désormais le pas sur celle liée à l'entreprise. Alors ça dit quelque chose de très fort. On s'est resserré sur l'équipe et on en oublie la marque et l'entreprise. Comment vous l'expliquez ça? Alors, on peut effectivement l'interpréter comme ça, c'est une première interprétation. Durant la pandémie, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont dû réagir, ont dû s'adapter. Et qui a été le premier sur le pont et a fait le lien, on va dire, entre l'institution, l'entreprise et le corps social, c'est-à-dire les salariés qui étaient chez eux, qui se débrouillaient tant bien que mal? C'est le manager de proximité. C'est le manager de proximité qui a fait le job de pont au quotidien, et c'est bien ce qu'on voit dans l'étude. Donc en fait, resserrement autour de l'équipe, resserrement autour de petits collectifs, parce que c'est les gens avec lesquels on a vécu finalement, mais dans la panade, qui ressortent comme ceux avec lesquels on a envie de... C'est ceux avec qui on a ramé dans le bateau, et pas forcément ceux qui étaient sur le quai en train de donner quelques instructions lointaines. C'est ça dont il est question. Alors c'est ça dont il est question. Il est aussi question d'appartenance à d'autres collectifs. C'est-à-dire que l'expression justement des demandes individuelles fait qu'aujourd'hui, on a un premier collectif qui est l'équipe, mais les gens appellent à ce qu'il y ait d'autres collectifs qu'ils puissent rejoindre dans l'entreprise, d'ailleurs à leur initiative aussi, pour créer finalement du sens, qui soit plus le sens dont on parle depuis des années, qui est juste la direction de l'entreprise, mais un sens concret, local, qui donne finalement une réalité au métier qu'on fait au quotidien. Mais le think tank, à travers cette étude, puis à travers vos réflexions globales, on nous dit aujourd'hui que le client est aussi, le salarié est un client, et on nous dit aussi que le salarié est un consommateur, et que finalement,
l'entreprise le traite d'une certaine manière, individualise les propositions et le rapport qu'elle entretient avec lui. Est-ce que ça, vous le constatez? Alors là, vous parlez effectivement de la fameuse symétrie des attentions. Exactement. Alors, ça dépend des entreprises. En fait, on voit à la faveur de l'étude qu'on a réalisée donc avec Dauphine, le volet Quanti, et je rappelle que tout est disponible sur le site de l'Observatoire de l'engagement, c'est très ouvert. Sur la partie Quanti, il ressort finalement, on va dire, 3 monotypes d'entreprises par rapport à la façon dont elles traitent cette question-là. Est-ce que finalement, on décide d'aller toujours plus vers répondre à des attentes individuelles, ou à l'inverse, on décide de maintenir un cadre collectif, ou bien on essaye en agilité d'être un peu entre les deux. Mais ça, c'est le côté entreprise. Est-ce qu'il y a un phénomène sociologique d'individualisation des comportements? Est-ce que ça, les DRH vous le renvoient aussi en disant on a des individus, on n'a plus des groupes? Alors, en tout cas, l'enquête montre, alors c'est du déclaratif, on est d'accord, mais l'enquête montre que les managers comme les collaborateurs reconnaissent que, au retour de la pandémie, les comportements sont plus individualistes. Ils le reconnaissent, y compris les concernant. C'est-à-dire qu'ils se mettent dans le... Même le manager dit après tout, mais ça consiste en quoi, d'un point de vue concret, quand on dit qu'on individualise et qu'on est devenu plus individualiste? C'est-à-dire qu'on est moins dans le collectif, on est moins dans l'engagement? Alors, c'est tout le sujet. Est-ce que finalement, ça veut dire qu'on perd le sens collectif? Bah ouais. Ou bien qu'on est capable de composer avec les deux? Et c'est vraiment le challenge de demain pour les entreprises. Parce que si on va, vous le savez, si on va vers trop d'individualisation, on va perdre le sens collectif. Bah et après tout, le travail, c'est faire ensemble. Il faut se souvenir que le travail, avant tout, c'est faire ensemble, une œuvre commune. Donc si on perd le sens collectif, c'est-à-dire le grand collectif, au-delà des petits collectifs, le sens commun va disparaître. À l'inverse, si on ne répond pas aux attentes individuelles, et comme vous le dites, c'est un phénomène de société, là, vous n'attirerez plus personne, vous ne retiendrez plus personne. Mais Geoffrey, on peut, sans s'éloigner de votre sujet, mais on peut le transposer à la situation de l'État et de la relation qu'elle entretient avec ses électeurs. On a des communautés, on n'a plus une nation. Alors, cette question-là est posée à l'entreprise aussi. Elle est intéressante parce que justement, comment est-ce que du coup, en tant qu'institution, que ce soit entreprise, État, on y répond? Est-ce que finalement, on se lance dans une entreprise de séduction en voulant à tout craint répondre aux attentes individuelles au risque de perdre le sens collectif? Ou bien, au contraire, on garde une forme de cap, une forme de cadre de référence, et on permet quand même, ici et là, la prise en compte d'attentes individuelles. Tout l'enjeu est là. Avant de nous quitter, ça c'est des sujets sur lesquels j'imagine vous vous penchez, peut-être pas avec autant de précision, mais on a des salariés qui disent, moi je veux venir en covoiturage, je veux venir avec un vélo, il faut que vous me mettiez un vélo à disposition, je veux venir avec un bus, mais il faut qu'il soit électrique, moi je veux venir avec ma voiture, il faut que j'ai un parking. Ces questions-là, elles sont concrètes. C'est l'individualisation des déplacements vers l'entreprise. Vous êtes dans le vrai. C'est ça la complexité. C'est ça. Et en fait, les entreprises qui sont les plus avancées, j'ai envie de dire, ou qui ont vraiment pris ces sujets à bras-le-corps, partent du principe qu'il faut reconstruire une forme, on va dire, de contrat entre l'entreprise et les salariés. Et un contrat où on va être sur... Pardon, on revient sur une vieille logique de droit et devoir. C'est-à-dire, oui, je t'accorde cela, mais en contrepartie, j'attends cela. Parce que sinon, finalement, vous mettez le doigt dans l'engrenage. On est d'accord. Donc ça veut dire que derrière, le salarié prend beaucoup, mais rend peu. C'est ça la difficulté du DRH, c'est de se dire qu'est-ce qui me rend aussi. Alors justement, je vous invite à regarder le volet quantitatif, puisqu'on a des témoignages d'entreprises. Il y a une façon de répondre à cela. Il y a une façon finalement d'éviter justement le déséquilibre. C'est passionnant. Évidemment, à examiner dans le détail pour tous les DRH, ce sont des documents ouverts, donc évidemment à votre disposition, qui vous permettent d'avoir une photographie. Ça va en s'arrangeant, on va aller vers plus de collectifs, ou vous avez le sentiment qu'il y a une lame de fond qui dépasse l'entreprise vers une plus grande individualisation du comportement? On va aller vers des collectifs différents. On le voit d'ailleurs dans les revendications syndicales. On va aller vers une pluralité de collectifs, d'appartenance en fait à des micro-collectifs, mais l'enjeu restera le même. C'est-à-dire que vous ayez une appartenance à un collectif ou des appartenances, à un moment il faut le relier à un sens plus élevé. Allez jeter un œil, plus qu'un œil d'ailleurs, allez examiner attentivement cette étude. Alors vous en faites 2 par an si j'ai bien compris. L'Observatoire de l'engagement, c'est facile à trouver et on avait l'un de ses cofondateurs, Geoffrey Carpentier. Vous revenez régulièrement nous éclairer sur ces études qui sont à la fois académiques et très concrètes pour vous dans l'entreprise. Merci Geoffrey de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on fait du droit, ça va vous intéresser évidemment. On va parler formation justement dans Smart et Réglo. C'est notre rubrique hebdomadaire, vous la connaissez.
Smart et réglo, on va parler aujourd'hui du passeport formation. Alors hier on a parlé du CPF, mais aujourd'hui on parle du passeport formation, c'est très technique et ça a pas mal bougé ces derniers jours. Et on accueille Amélie Angèle Dinger. Bonjour Amélie. Bonjour. Ravie de vous accueillir, avocate spécialisée en droit social chez PDGB. J'ai tout bien dit. Et je vous souhaite donc une très belle année, ainsi qu'à tous vos collaborateurs et à tous les membres du cabinet PDGB. On parle du compte formation. D'ailleurs, pourquoi vous avez choisi de nous en parler de ce compte formation ? Ça bouge ? Exactement. Alors mon compte formation, ça a été créé en janvier 2019, qui est géré par la Caisse des dépôts. C'est un service public numérique qui permet en fait aux actifs d'accéder à une base de formation et d'avoir leurs droits et d'utiliser leurs droits du compte personnel de formation. Le fameux CPF. Exactement. Et aujourd'hui, il y a du nouveau. Alors depuis la loi pour choisir son avenir professionnel et également avec la loi santé d'août 2021, on va avoir la création de 2 passeports. Le passeport compétences qui est déjà dans le Code du travail. Il existe celui-là ? Exactement. Et un autre passeport prévention qui a été créé donc là en 2021, qui entre aussi dans le Code du travail et qui aujourd'hui a fait l'objet d'un décret récent qui a été publié au journal officiel du 30 décembre dernier. Avant de parler du passeport compétences, on va l'évoquer. Concrètement, tout ça est numérique. C'est-à-dire que le salarié a accès numériquement à ce passeport, on est d'accord ? Tout à fait. Alors vous avez un site internet qui est dédié à mon compte formation et une application téléphone. Et l'idée, c'est de regrouper finalement pour l'actif, pour le côté passeport prévention. L'idée, c'est d'avoir une base de données avec les formations relatives à la santé et à la sécurité en entreprise. Et le passeport compétences, où là, alors c'est passeport d'orientation, de formation et de compétences, c'est le mot exact qui est utilisé dans le Code du travail, qui est là pour indiquer finalement toutes les qualifications, les diplômes, finalement le projet professionnel du salarié. Amélie, ça s'est abondé à la fois dans les entretiens annuels, on accède à ce compte, c'est le DRH qui l'abonde, c'est le salarié qui le fait. Qui a la main sur ce compte ? Alors aujourd'hui, sur le compte, sur le passeport compétences, vous avez à la fois l'actif qui va de lui-même alimenter, notamment avec son CV. En fait, l'idée de ce passeport compétences... Personne n'en parle de ça. Hein. Non. Je m'autorise. Hein, c'est nouveau. Et là, c'est très nouveau. Exactement. D'accord. Donc c'est un accès par l'actif, enfin par le personne active. Qui va avoir ses codes d'accès, il rentre. Exactement, qui va lui-même dire, voilà, j'ai telle compétence, qui va l'utiliser dans ses relations avec un employeur ou avec des organismes de formation, de recherche d'emploi ou d'orientation. Et en fait, l'idée, c'est de légitimer finalement ces documents. C'est-à-dire que demain, il va avoir une base de données qui va être certifiée par la Caisse des dépôts et qui va pouvoir utiliser. En fait, en réalité, c'est avoir un peu plus de crédibilité. Et puis, le passeport prévention, c'est à la fois l'employeur, à la fois l'actif, mais également les organismes de formation. Bien sûr. Qui vont alimenter finalement les informations sur ce passeport prévention. Mais il sera consulté par qui ? Puisqu'il servira à quoi ? Alors, on a parlé du passeport compétences, qui est tout nouveau, donc les salariés vont devoir, et je pense que les DRH vont devoir faire de la pédagogie sur ce sujet, d'évidence. Mais sur le passeport prévention, concrètement, qui l'abonde ? Le médecin du travail ? Qui y a accès ? Parce que c'est des données confidentielles. Alors c'est intéressant parce que on a un comité national de prévention et de santé des travailleurs qui a, dans une délibération du 13 juillet dernier, prévu finalement les conditions de mise en œuvre de ce passeport prévention et qui a été justement validé, approuvé par décret du 30 décembre 2022. Donc c'est hier. Exactement. Et ce qui est prévu, c'est que le salarié garde finalement la main et choisit quelles sont les informations qu'il va pouvoir autoriser, que l'employeur va pouvoir consulter, et les informations qu'il ne veut pas qui soient consultables par l'employeur. Donc en fait, aujourd'hui, alors il y a un arrêté qui devra être publié pour savoir comment on donne l'autorisation ou pas, ou on refuse telle ou telle information. Mais aujourd'hui, c'est le salarié qui va avoir la main dessus. Mais encore une fois, faut-il que le salarié soit informé de tous ces outils ? Parce que là, je pense que ceux qui nous regardent, voire même des entreprises, se disent « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? On en a entendu parler de loin. » Enfin, qui va faire la pédagogie ? Le gouvernement va engager des programmes pédagogiques à la télévision pour nous le dire ? Aujourd'hui, on a un site internet depuis octobre 2022 qui est ouvert justement sur ce passeport prévention.
Et l'idée, c'est que ça soit ouvert à partir d'avril 2023 et consultable par les employeurs à partir de 2024. L'esprit de la loi, parce que c'est toujours intéressant, là on voit la technique, mais l'esprit de la loi, c'est quoi? C'est contrôler, c'est lister précisément les difficultés de formation. C'est quoi l'esprit de la loi? Alors, l'idée, c'est pas non plus demain de permettre à l'employeur de mettre une obligation pour les salariés qui va embaucher, c'est-à-dire d'avoir finalement accès à cette base. Exactement. C'est pas l'idée de la loi. L'idée, réellement, c'est notamment pour le passeport prévention, à la fois de permettre aux employeurs de respecter leurs obligations de santé et sécurité au travail, parce que c'est la préoccupation majeure aujourd'hui, la santé et la sécurité des salariés, et donc de permettre finalement de suivre les formations sur le sujet. Je parle notamment des sujets comme l'amiante ou des travails en hauteur. Finalement, il y a des formations obligatoires. Entreprise Céveso, bien sûr. Tout à fait. Il y a des formations obligatoires, et ça permet aux salariés finalement de faciliter la transmission d'informations, notamment d'un employeur à un autre. Et puis également, ça permet d'avoir, pour l'esprit de la loi, pour le passeport compétences, donner une crédibilité, une lisibilité sur ces informations. Juste avant de nous quitter, Amélie, dans le passeport prévention, qui est là aussi tout neuf, il va falloir s'y habituer, donc il y aura le dossier médical dedans? Non. On est d'accord. Il n'y a pas d'informations confidentielles médicales. Non, alors il y a des informations qui concernent le salarié. Et vous avez. C'est-à-dire qu'il a eu un accident, c'est noté? Non, c'est tout ce qui va être formation, diplôme, certification qu'aura reçu le salarié dans le cadre des formations qu'il aura suivies. Donc il a bien suivi une formation dans le nucléaire pour travailler dans le nucléaire ou travailler dans des entreprises Céveso. C'est bien de ça dont il est question. Donc c'est son passeport à montrer en disant j'ai bien les qualifications. Tout à fait. Et l'organisme de formation l'alimentera de la même manière que l'employeur devra l'alimenter. D'accord. Et ces informations-là seront contrôlées par le salarié. J'ai tout compris, Amélie, comme son nom l'indique, c'est un passeport qu'on va pouvoir montrer pour pouvoir se déplacer d'un point à un autre, ou d'un métier ou d'une entreprise à une autre. Merci Amélie Angèle Dinger, avocate spécialisée en droit social chez PDGB. Je vous vois sourire. Merci d'être venu nous rendre visite. On tourne une page et on fait une pause, on s'intéresse au handicap. Il y a eu la semaine du handicap, on en parle beaucoup sur ce plateau et on accueille le président de l'AGEFIP, qui est l'organisme qui collecte les fonds. On évoquait la Caisse des dépôts, c'est l'organisme qui collecte les fonds prélevés aux entreprises sur ces questions de handicap. On va faire le point avec lui sur l'objectif plein emploi et puis la situation évidemment des personnes handicapées dans leur accès au travail et à l'emploi. On fait le point juste après avec le président, après la pause évidemment. Le Cercle RH est un grand entretien avec le président de l'AGEFIP, qui est l'organisme collecteur et qui est engagé évidemment sur tous les sujets du handicap, d'accompagnement des salariés et des personnes handicapées vers le travail. Et on accueille Christophe Roth. Bonjour Christophe, vous êtes donc ce président de l'AGEFIP. Je précise quand même que vous êtes un représentant syndical, qui est un organisme paritaire. On est bien d'accord. Juste pour nous redonner l'idée qu'un syndicaliste, représentant de la CFE-CGC pour ne pas la citer, a pris la tête de cet organisme. Ça marche comment? Oui, tout à fait. Bonjour et meilleurs vœux. Et bonne année à vous, évidemment, à toutes vos équipes. Cette année 2023, effectivement, vous avez raison, l'AGEFIP est composé de ce qu'on appelle le paritarisme élargi. Le paritarisme élargi, qui compose l'AGEFIP, c'est 4 collèges. Le collège des salariés, c'est-à-dire les confédérations syndicales représentatives du monde du travail. Vous avez également le monde des employeurs, à savoir MEDEF, CPME. Vous avez un collège dit des associations, avec des associations qui représentent certains types de handicap. Je pense à l'APF, à l'UNAFAM. Tous les acteurs, les grands acteurs. Et vous avez 2 personnes qualifiées, désignées par l'État, qui sont désignées par le ministre du Travail et la ministre en charge des personnes en situation de handicap. En l'occurrence, ce sont 2 anciens inspecteurs généraux des affaires sociales, 2 IGAS. Donc, ils sont vraiment très impliqués aussi. Et compétents sur ces sujets. Compétents. Donc, c'est 20 voix délibératrices, et le conseil d'administration rassemble toutes ces forces vives sur le sujet du handicap. On va parler des actions concrètes, on va parler aussi d'un certain nombre de sujets, et là qui incombe au président de la GFIP. Est-ce qu'il faut durcir la règle des 6%? Tous ces sujets sont posés. On évoquait un projet de loi en préparation, et j'imagine que vous le suivez d'assez près. Mais d'abord, un petit mot, parce qu'on est dans l'actualité.
On parle beaucoup de la réforme des retraites. Oui. C'est un sujet abrasif. Les représentants syndicaux ont été reçus hier par la Première ministre dans un dernier échange avant la présentation de cette réforme des retraites le 10 janvier prochain. S'il y a bien un sujet dont on ne parle jamais, c'est de la pension de retraite des personnes handicapées. Comment ça marche? Et est-ce que la pension de retraite de ces personnes handicapées, j'allais dire, est encore plus faible que celle des personnes valides? Est-ce que c'est pas plus compliqué lorsqu'on a du mal à entrer dans le monde du travail et que parfois on en sort plus vite? Vous pointez un sujet qui est brûlant et d'actualité. Et effectivement, hier, Madame la Première ministre, Madame Borne et Olivier Dussopt, le ministre du Travail, ont reçu les confédérations syndicales représentatives et le monde des employeurs pour un dernier tour de piste, c'est l'expression qui a été évoquée. Vous comprendrez qu'en qualité de président de la GFIP... Tour de piste, ça fait penser au cirque. Je ne prenais pas cette expression par rapport au cirque. Moi, je trouve que ce sujet mérite une attention particulière et une concentration réellement objective par rapport au monde du travail qui évolue, les conditions de travail qui évoluent, et surtout par rapport au sujet, comme vous le pointez notamment sur les populations que je représente. On n'en parle jamais. Le sujet des personnes en situation de handicap, à la fois l'inclusion dans le monde du travail qui, il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt, l'inclusion dans le monde du travail pour les jeunes en situation de handicap est très compliquée, et aussi le sujet du maintien en emploi, mieux vieillir au travail, être mieux accompagné, et continuer à travailler le plus longtemps possible lorsqu'on est en situation de handicap. Des droits à la retraite et faire bouillir la marmite convenablement. Donc ça veut dire que c'est plus compliqué encore pour une personne en situation de handicap de pouvoir avoir une pension, j'allais dire, convenable. En tous les cas, je ne veux peut-être pas dire que c'est plus compliqué, mais en tout cas, c'est au minimum du même niveau que les personnes dites valides dans le monde du travail et qui nécessitent effectivement d'être pris en considération dans ces dernières discussions qui ont lieu. Et sans trahir certains secrets, je sais que les confédérations syndicales font des propositions sur ce sujet pour ne pas alourdir les difficultés pour les personnes en situation de handicap qui devraient peut-être continuer à travailler plus longtemps si le gouvernement décidait. C'est la question que j'allais vous poser, parce que indépendamment de vos fonctions syndicales, vous parlez là aujourd'hui au nom de l'AGFIP, vous en êtes le président. En dessous, il y a des équipes, il y a vraiment des acteurs. On en a reçu un hier qui est un responsable de l'innovation, qui est un salarié de l'AGFIP. Votre voix, elle porte. Est-ce que on vous écoute lorsque vous évoquez les difficultés des personnes handicapées déjà à entrer dans le monde du travail? Donc on décale évidemment les cotisations et parfois on en sort plus tôt parce qu'on a des problèmes de santé, parce que c'est compliqué et qu'on ne pourra pas aller jusqu'à 64, 65 ans. Est-ce que cette question-là, vous la mettez sur la table? Écoutez, moi très clairement, sans langue de bois, j'ai une relation qui est fluide avec les ministres avec lesquels je travaille. La ministre Darrieussecq, le ministre Olivier Dussopt, en charge du handicap, le ministre Olivier Dussopt. Qu'est-ce qu'ils vous répondent sur ces questions? Est-ce qu'on abonde plus? Est-ce qu'on double les points pour les personnes handicapées? Aujourd'hui, le sujet par rapport à l'AGFIP et les discussions que nous avons sur le sujet de la réforme des retraites, je ne l'ai pas abordé. Je ne l'ai pas abordé parce que c'est un sujet qui concerne les partenaires sociaux, les présidents des confédérations syndicales, les présidents du monde des employeurs. Par contre, il est bien évident que dans le cadre de la CNH, Conseil national du handicap, dans le cadre de France Travail, dans le cadre des sujets de maintien en emploi, ces sujets, on les a évoqués. Et depuis quelques mois, depuis que je suis donc à la présidence de l'AGFIP, nous travaillons sur la stratégie 2023-2027 de l'AGFIP pour accompagner le monde du travail et bien sûr soutenir aussi le droit commun. Et ça, c'est fait en étroite collaboration et en transparence avec l'État au plus haut niveau. Alors Christophe Roth, quelques chiffres quand même qui sont intéressants parce que cette semaine du handicap, elle était évidemment axée sur l'accès à l'emploi et vous évoquiez les jeunes. Du travail est fait grâce à la GFIP, des efforts sont faits par certaines entreprises, mais on a toujours 460 000 personnes en situation de handicap à la recherche d'un emploi et 8,7% des demandeurs d'emploi sont en situation de handicap. Ce sont des sujets évidemment qui sont vos enjeux du quotidien. Comment on fait très concrètement? Parce qu'il y a des règles, peut-être faut-il les rappeler, ce n'est pas vous qui les avez votées, mais la GFIP les fait exécuter et récolte les cotisations. 6% de la masse salariale doit être des personnes en situation de handicap où l'entreprise doit justifier d'être en lien avec des prestataires utilisant une main-d'œuvre de personnes en situation de handicap. Est-ce que je résume bien l'enjeu?
Oui, dans les grandes lignes, vous avez très bien résumé. Je vous remercie de cet éclairage qui est précis pour les gens qui nous entendent et qui nous écoutent. Moi, je ne suis pas un homme pessimiste. J'en ai marre qu'on dise que les choses ne bougent pas au niveau du monde du handicap. Je vais inverser un petit peu votre propos en éclairant quand même sur des données concrètes. Oui, l'AGFIP est au plus proche du terrain, dans tous les territoires, avec des délégations régionales impliquées. Oui, le FIPHFP, qui est le pendant de l'AGFIP, qui s'occupe le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans les 3 versants de la fonction publique. Côté fonction publique. Dont j'ai été le premier vice-président avant d'être président de l'AGFIP. Tout à fait. Et j'ai démissionné pour me œuvrer, dans un mandat en toute loyauté dans le secteur privé. Moi, je vais faire un focus sur quelques chiffres. Le taux de chômage, il y a 6 ans, il était à 19% pour les personnes en situation de handicap. Là, on a 8-7. Pour toute la population globale. Il était à 19% il y a 6 ans. Aujourd'hui, le taux de chômage des personnes en situation de handicap en France est à 13%. Donc, du chemin a été parcouru. Il a baissé de 6 points en 6 ans. Ce qui se traduit quand même concrètement avec 1,1 million de personnes en situation de handicap qui sont au travail, dont 850 000 dans le secteur privé, alors que nous venons quand même de traverser une période qui est inédite sur le plan mondial avec la crise Covid. Les derniers chiffres de la DARES de 2020 et 2021 montrent que le taux d'emploi des personnes en situation de handicap dans l'entreprise est aujourd'hui de 3,5%. Donc en dessous de la barre des 6, on est d'accord. On est d'accord. 6%, c'est un seuil minimal. On peut faire beaucoup mieux. Beaucoup mieux. La boussole que je me suis... La moyenne, c'est 3,5, on est d'accord. Dans le secteur privé. Dans le secteur public, on est à 5,7%. Compte tenu que certains secteurs, je pense à certaines banques par exemple, on est à 0,5, 0,4. Tout à fait. Voilà, il faut remettre les choses dans le contexte. Il faut remettre les choses dans le contexte. N'empêche que même si le législateur a imposé par la loi de 87, renforcée par la loi de 2005, le 6% des personnes en situation de handicap, aujourd'hui le curseur bouge. Il bouge pourquoi ? Parce qu'il y a eu la loi de 2018, oui, c'est vrai. La mise en place des référents handicap. Toute entreprise qui a 250 équivalents temps plein doit avoir un référent handicap dans son entreprise, un référent qui est professionnel. Et il bouge. Ça a fait bouger les lignes, selon vous ? Ça fait bouger les lignes. Ça fait bouger les lignes et je m'appuie sur les chiffres de la DARES. DARES 2020 et 2021, on est à 3,5% des personnes en situation de handicap. On a gagné 0,1 point par an. Dans un contexte qui est inédit, avec la crise Covid. Aujourd'hui, le cap que je me suis fixé, avec le conseil d'administration, avec l'ensemble des collaborateurs de la GFIP, 500 collaborateurs dans les délégations régionales, au siège, nous avons les mains dans le cambouis et les pieds dans la glaise, c'est d'atterrir d'ici la fin de ma mandature, en septembre 2024, à 4%. C'est en clair entre 150 000 et 200 000 emplois pérennes à la clé. 59% malgré tous ces derniers chiffres des demandeurs d'emploi en situation de handicap, faut-il le préciser, malgré les efforts qui sont faits, on voit l'évolution, le sont sur une période de longue durée. Tout à fait. Ça, c'est important, c'est de casser cette dynamique-là, cette dynamique finalement où on reste trop longtemps dans le chômage et on a de plus en plus de mal, on le sait, à reprendre un emploi derrière. Oui, tout à fait, vous avez raison. Et pour ça, je préconise et j'essaye avec le directeur général et l'ensemble des équipes d'être sur le terrain. C'est ce que j'appelle la technique de maillage pour tous et avec tous. C'est d'aller dans les bassins d'emploi, au plus près des préoccupations des entreprises, au plus près des acteurs qui font l'emploi, de développer le maximum de connaissances pour les services qu'apporte l'AGFIP, à la fois pour accompagner sur le premier job une personne en situation de handicap, l'inclusion des personnes en situation de handicap. Lui permettre d'avoir un espace de travail adapté. Permettre d'avoir un espace de travail adapté, permettre aussi de faire connaître toutes les offres de services de l'AGFIP, y compris sur le handicap invisible, notamment sur les handicaps psychiques, cognitifs, mental, un sujet qui nous préoccupe après une crise Covid, qui laisse quand même un retour d'expérience qui ne peut pas être ignoré. Vous avez des chiffres sur ce retour Covid ? Vous avez une augmentation du nombre de personnes qui
ont été finalement des victimes de cette crise Covid? En tous les cas, je n'ai pas de chiffres consolidés au niveau de la GFIP, mais ce que je peux avoir, c'est des retours de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui indique très clairement que beaucoup de gens ont mal vécu la période du Covid, avec la numérisation qui s'est multipliée, avec également une fatigue qui s'est cumulée, avec également aussi l'organisation du travail qui a été complètement bouleversée, et des gens qui dévissent, qui sont en épuisement professionnel et qui peuvent avoir des troubles psychiques, cognitifs et mentaux. Christophe Roth, double question qui ne sont pas liées d'ailleurs. Est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent qu'il faut encore accentuer par une loi ce seuil des 6% en le passant par exemple à 8 ? Cette question avait été évoquée. Certains évoquent l'inverse, disent mais non, il faut baisser le seuil. Vous situez où, vous, le président de la GFIP? Vous dites qu'il faut encore durcir la pression, ou est-ce qu'il faut lâcher du lest? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut être dans le coercitif. J'estime qu'aujourd'hui, l'appareil législatif qui impose 6%, alors que nous sommes à 3,5%, nous laisse encore, je dirais, des possibilités d'évoluer. Donc gardons les 6%. Je ne peux pas dire gardons les 6%, parce que la politique est nationale, et elle concerne aussi les versants de la fonction publique, qui sont à 5,70%, comme je vous l'ai indiqué. Et nous, au niveau du secteur privé, non pas qu'on ne soit pas un bon élève, nous ne sommes pas du tout sur le même paramètre. Décalé, effectivement. On est décalé, mais bon, dans le secteur privé, c'est quand même 80% de la population active qui travaille, et dans le secteur public, 20%. Non, je ne peux pas me positionner sur le taux de 6%. Ce que je peux simplement indiquer, sans langue de bois encore une fois, c'est qu'en 2018, lorsque nous avons eu la concertation handicap avec la ministre Sophie Cluzel, et puis avec la ministre Borne, eh bien, nous avions abouti vers la loi Choisir son avenir professionnel de septembre 2018, qui évoquait une clause de revoyure sur les taux de 6%. C'est ça, et nous y sommes. Et nous y sommes. Nous sommes d'accord. Nous y sommes. D'où ma question. Donc moi, ce que je veux indiquer, ce sujet va revenir sur la table. Le sujet va revenir sur la table, mais il y a beaucoup de sujets sur la table, et vous en avez évoqué en filigrane dès notre début d'interview. Aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il faut aller au-delà de 6%. Non, aujourd'hui, nous avons un cap. Le cap de cette mandature, c'est d'atteindre au minimum 4% de personnes en situation de handicap dans le monde du travail. C'est certes un objectif peut-être qui peut paraître c'est vrai que si on repousse à 8, ça repousse d'autant plus vos objectifs. Vous n'allez jamais les tenir dans votre mandature, ça c'est sûr. C'est clair. Non mais voilà, c'est une réalité pratique. C'est clair. Juste un mot sur la formation, je ne voudrais pas qu'on se quitte avant, parce qu'il y a ceux qui ne se déclarent pas dans l'entreprise, qui sont des salariés en situation de handicap, parfois invisibles, et qui décident de ne pas se déclarer, ça c'est une réalité. Et puis il y a un autre sujet qui est central, et je sais qu'il vous tient à cœur, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont à vos côtés, c'est la difficulté de se former et d'avoir une formation supérieure lorsqu'on est un jeune en situation de handicap. Accessibilité difficile, voire impossible, coût de la formation. Tous ces sujets-là sont sur la table, et on a des entreprises qui disent « nous, on veut bien embaucher, mais on n'a pas les compétences en face ». Comment on fait là ? Écoutez, nous, avec la structure AGFIP, avec l'ensemble de l'écosystème et des partenaires, que ce soit l'AFPA, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit les différents partenaires avec lesquels nous travaillons, nous, bien sûr, on développe des nouvelles offres de services pour être au plus proche des préoccupations des jeunes, pour les faire monter en compétence. C'est un enjeu central. C'est un enjeu central. Nous sommes aussi sur un enjeu central, et vous l'avez souligné à travers vos propos, notamment l'accessibilité pour tous, et avec tous, et partout. C'est-à-dire, en fait, l'accessibilité numérique, et qui est très importante, et sur lesquelles nous sommes aussi force de proposition. Donc, il est bien évident que les sujets de la politique handicap se font à la fois en soutien du droit commun et de l'État, de ces propositions, avec un écosystème et avec des partenaires. Les partenaires, ce sont bien sûr le dialogue social, les associations, le monde de l'entreprise, mais c'est aussi avec Pôle emploi, c'est aussi avec l'AFPA, c'est aussi avec l'APEC. Et donc aujourd'hui, nous sommes tous en mouvement, je dirais, pour améliorer l'inclusion des personnes en situation de handicap et développer des outils aussi pour le maintien en emploi. Est-ce que vous avez envie de pousser un coup de gueule quand vous voyez que des universités n'ont pas de rail d'accès pour des personnes en fauteuil ? Multiples situations de la vie quotidienne font que même lorsque l'étudiant a des compétences, il ne peut pas étudier dans des conditions normales, et il ne peut tout simplement pas étudier. Mais bien sûr que je pourrais pousser un coup de gueule. Moi, j'ai passé le duo D avec une championne du monde paralympique
en l'occurrence Madame Saint-Pierre, elle a été toute la journée avec moi le jour du DOD. Quand j'ai vu le parcours du combattant que nous avons mené ensemble pour le transport de son fauteuil roulant, pour se rendre sur les lieux sur lesquels elle m'accompagnait, je dis que nous avons effectivement encore beaucoup de travail à faire. Donc c'est pour ça que je vous dis que je ne vais pas se glorifier aujourd'hui, même si les indicateurs sont au vert en termes et ont progressé, c'est vrai. Ont progressé. Il y a encore des marges de progression qui sont importantes. N'oublions pas que dans le monde du travail, nous avons beaucoup de métiers en tension. Le numérique, l'hôtellerie, la restauration, le transport. Beaucoup d'opportunités pour les personnes en situation de handicap. Une personne en situation de handicap n'est pas une personne qui n'a pas de compétences. C'est une personne qui a des talents, des compétences et qui doit être inclus dans les dispositifs de travail. Et vous, Christophe Roth, qu'est-ce que vous avez appris de votre expérience au contact de ces personnes handicapées qui vous renvoient leur vie, leur quotidien, leurs difficultés ? Moi, j'ai beaucoup d'admiration par le parcours des personnes en situation de handicap. Je ne veux pas parler de moi, mais vous savez que j'ai eu un très grave accident en service. Et il n'y a que les combats qu'on ne mène pas qu'on ne gagne pas. Donc je suis quelqu'un d'optimiste. Je pense qu'aujourd'hui, l'AGFIP et son partenaire FIP et l'écosystème travaillent pour accompagner les personnes en situation de handicap. J'ai peut-être bouleversé certains curseurs en allant vers une culture du résultat, puisque aller vers le 4%, c'est inédit, ça n'a jamais été vécu. Vous l'avez dit, c'est important ça de l'entendre. 4%, avoir 150 000 à 200 000 emplois pérennes à la fin de cette mandature, j'y tiens. Je booste avec le directeur général, l'ensemble des très engagé, le conseil d'administration est aussi engagé. Et puis, je dirais, nous avons un beau moment chaque année, c'est l'université du réseau des référents handicap, qui met en lumière, je dirais, toute la force collective, le travail aussi de terrain, les retours d'expérience des différents référents handicap des grandes entreprises. Eh bien, moi, je vous donne rendez-vous à Bordeaux, les 27 et 28 mars, pour l'université du réseau des référents handicap. On y sera. Et j'invite aussi l'ensemble des entreprises du monde du travail à venir, à s'inscrire aussi sur le site Activateur de Progrès pour partager leurs bonnes pratiques. Merci Christophe Roth, président de l'AGFIP, qui est cet organisme collecteur, mais c'est bien plus que cela lorsqu'on vous entend engagé aux côtés des personnes handicapées pour leur permettre d'accéder à un emploi viable, stable et dans la durée, avec un débat qui n'est pas tranché sur la question des retraites et des pensions de retraite des personnes en situation de handicap. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci Christophe Roth, président de l'AGFIP, d'être venu nous rendre visite, engagé, on l'aura entendu, pour accompagner ces personnes en situation de handicap vers le travail. Merci de nous avoir rendu visite. Fenêtre sur l'emploi, tout de suite, on parle d'un sujet, alors peut-être que vous ne le connaissez pas encore bien, le guichet unique. On en parle avec notre invité. Fenêtre sur l'emploi, on parle de ce guichet unique. Vous en avez entendu parler de ce guichet unique sur le plan entrepreneurial. On ne parle pas de mesures sociales, mais là c'est sur l'entreprise. Un guichet unique, promesse d'Emmanuel Macron, ça existe. C'est mis en place. Est-ce que ça marche? On va en savoir plus avec Loïc Le Goas. Bonjour Loïc. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, fondateur PDG de Legal Vision. Un petit mot quand même sur votre parcours, parce que vous étiez avocat. Et puis vous avez créé votre entreprise parce qu'il faut s'y connaître un peu en droit. D'abord, un petit mot sur la promesse de ce guichet unique. Ça, c'est une promesse d'Emmanuel Macron. Il a tenu promesse, il existe. C'est quoi ce guichet unique? Expliquez-nous. Ce guichet unique, c'est une plateforme unique pour la réalisation de l'ensemble des formalités juridiques qu'une entreprise, qu'elle soit petite comme un entrepreneur ou grande comme une grande société, doit réaliser afin de transférer son siège social, modifier son objet social, changer de commissaire aux comptes. Créer son entreprise. Créer son entreprise, bien évidemment. Et c'est quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui, c'était très compliqué de le réaliser. Il y avait plus de 6 centres de formalité des entreprises. Exact. Les greffes des trous de commerce, l'URSSAF, les chambres de commerce, les chambres de l'artisanat, etc. Alors, tiens, on parlait des greffes. Quand on crée une entreprise, quand on déclare ses comptes en société, vous le savez tous, enfin en tout cas les comptables le savent, les directeurs financiers, on envoie au greffe, on fait un chèque. C'est fini, il n'y a plus de greffe. Maintenant, ça va où? Ça va à l'INPI? Alors, il y a toujours le greffe, qui est toujours le teneur, le responsable du registre du commerce et des sociétés, mais on doit systématiquement passer par le guichet unique, qui est une nouvelle porte d'entrée. Donc, oui, en fait, on rajoute un acteur, c'est un peu compliqué, mais ça permet de faire quelque chose d'important, c'est de créer le registre national des entreprises. C'est ça. C'est une forte nouveauté. Ouais, mais alors, c'est une belle nouveauté, encore une fois, une belle promesse. Vous êtes un acteur, vous accompagnez vos clients et vos entreprises. Ça ne marche pas. Ça bouchonne. On fait passer 6 autoroutes sur une seule.
c'est compliqué. Il y a une conduite du changement qui n'a pas été réalisée de la meilleure des manières. Mais comment en vouloir à l'INPI? Ils ont eu 18 mois pour réaliser une prouesse. Aujourd'hui, c'est compliqué. Ça marche que pour les immatriculations de société. Pour les modifications de société, on passe par un ancien site internet qui n'a pas du tout été prévu pour ça. Et pour les dépôts des comptes, on revient au format papier. Donc on revient en format papier? De manière temporaire, oui, tout à fait. Ah, on numérise pas en ce moment? Qu'une toute petite partie. On imprime et on envoie? Exactement, ouais. Non, c'est retour aux années 80, ça. C'est retour aux années 80, mais bon, est-ce que c'est un mal nécessaire pendant un certain temps? Bon, on aurait pu faire mieux. Maintenant, c'est la situation, on va essayer de faire au mieux. Donc, excusez-moi, parce que c'est intéressant d'avoir un acteur qui, pour le coup, n'est pas dans l'expertise seulement, il est aussi dans l'action. Vous êtes Legal Vision, une entreprise. Ils s'arrachent les cheveux, les clients, là? Parce qu'ils vous demandent, ça va pas assez vite, je cite très vite. Avant, ça allait relativement vite. Là, c'est plus lent. Ouais, c'est plus long. Alors, nos collaborateurs s'arrachent les cheveux parce que nos clients ne sont pas contents, parce que leurs propres clients ne sont pas contents. Avant, ils pouvaient créer une société à Paris ou à Versailles en 24 heures. Aujourd'hui, ça prend un peu plus de temps. Voilà. Donc, il faut expliquer ça aux clients et c'est pas évident. Le guichet unique pour vous, parce que c'est intéressant d'avoir votre expertise, vous y croyez, vous le soutenez, vous dites finalement, lorsque ça va fonctionner, c'est le bon outil? Non, mais le guichet unique est une bonne chose. Il faut bien comprendre que pour un administré, il devait détecter quel guichet il fallait aller. Il fallait remplir d'un très grand nombre de CERFA. Il y avait plus de 60 CERFA qui pouvaient exister. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce document rouge là qui faisait 6 pages, qui était insupportable à lire. Et bien aujourd'hui, ça va disparaître. Hein. Ça a disparu même. Donc c'est une facilité. Et puis on va créer ce grand registre national des entreprises qui met fin à de très nombreux registres qui existaient à droite à gauche pour avoir vraiment une belle vue juridique de ce qui se passe en France. Avant de nous quitter, concrètement, je vais où? Sur quel site? Parce qu'en général, c'est les experts comptables, les commissaires aux comptes ou les avocats qui gèrent ce genre de détails, j'allais dire. On va où là? Il y a un guichet, il y a un site, c'est comment ça marche? Vous tapez sur Google formalité juridique guichet INPI, vous allez très facilement le trouver. Vous allez devoir créer un compte, provisionner de l'argent. Vous dites INPI, c'est bien l'INPI qui pilote tout ça? C'est bien l'INPI. C'est à l'INPI, à l'INPI, puisqu'on déposait ces marques, on déposait une marque à l'INPI. Et c'est maintenant l'INPI qui est le portail d'entrée de ce guichet unique. C'est bien cela? Tout à fait, c'est pas forcément naturel, et pas forcément prévu. Mais c'est bien eux qui ont remporté ce marché et qui aujourd'hui doivent gérer cette situation. Et vous nous dites en creux que l'INPI, globalement, n'avait pas la taille nécessaire pour accueillir 6 autoroutes. En tout cas, c'est peut-être pas l'acteur, l'administration la plus adaptée pour accueillir un tel flux. Vous savez pourquoi on a fait le choix de l'INPI? C'est un choix politique. Il y avait des choix de privé, évidemment. Je ne suis pas dans le cercle des décisions. C'est ça, il y avait un choix en fait, d'une institution publique pour gérer finalement des données qui sont relativement confidentielles. Ça vous donne plus de travail, vous, chez Legal Vision ou pas? Alors aujourd'hui, ça nous donne un travail incroyable puisque ce qui était numérisé revient en papier. Nos clients nous mettent la pression et c'est normal. Nous avons envie de délivrer le meilleur du service pour accompagner nos clients. Nos clients, pourquoi ils passent par nous? C'est parce qu'ils veulent se libérer de cette charge mentale et la lenteur des administrations. Évidemment. On fait le maximum pour eux. C'était un plaisir de vous accueillir, Loïc Le Gouache. J'ai tout compris à ce guichet unique. Ce que je comprends, c'est qu'il ne marche pas encore très bien, mais que peut-être bientôt, ça marchera mieux et vos clients auront le sourire, ou en tout cas, vous mettront une pression moins forte. Vous êtes à la tête et fondateur de Legal Vision et vous accompagnez vos clients justement sur cette offre de services de conseil pour les libérer de cette charge mentale. Ce sont vos mots. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de nous suivre, merci de votre fidélité, merci à l'équipe que vous ne voyez pas. Je remercie notre ami au son Alex, je remercie Nicolas Juchat et je remercie notre ami réalisateur évidemment Laure-Hélène à l'accueil invité que je n'oublie pas. Merci à vous, je serai là lundi. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.